Nous sommes donc le 25 mars de l'an de grâce 2018. Eh bien, c'est le deuxième numéro de votre programme dominical sur votre chaîne panafricaine Afrique Média. 7 jours en kiosque, qui est donc cette espèce de rétrospective des unes, mais alors les meilleurs ayant donc défrayé la chronique tout au long de la semaine. Eh bien, cette semaine également sur le continent africain, il y a eu des verts et des pas mûrs, ça il faut le reconnaître. Eh bien, l'actualité aussi variée que diversifiée. Eh bien, tenez par exemple cette grande actualité qui a naturellement secoué toute la sphère politique française et même internationale. Eh bien, c'est donc la garde à vue de M. Nicolas Sarkozy. Eh bien, la presse africaine n'est pas allée de main morte sur ce dossier-là. Eh bien, les grands tabloïds africains se sont intéressés sur cette garde à vue de M. Nicolas Sarkozy. On y reviendra dans le cadre de cette autre édition. Mais également, l'Afrique a vibré tout au long de cette semaine à ce grand, on va dire, sommet qui s'est donc tenu du côté du Rwanda, mais effectivement sur la table des débats, le problème relatif notamment à la création de la zone de libre-échange des États africains. Bien, il faut dire désormais 44 États ont dit oui à cet accord. Bon nombre sont restés à la traîne. Et bien, on tentera de savoir le pourquoi de ce refus-là, mais également on tentera de savoir si désormais cet accord de libre-échange signé entre les États africains permettra naturellement à ces 44 États de pouvoir booster leur développement économique. Ça sera également avec le regard de la presse africaine qui a également statué dessus. On sortira notamment avec ce grand chamboulement dans la scène politique camerounaise qui concerne naturellement cette autre opération épervée 12 ans après. On va désormais regarder si naturellement cette opération porte ses fruits, mais en tout cas on va jeter un regard froid sur ces hauts commis d'État qui sont désormais, qui font l'objet des poursuites judiciaires dans le pays qu'on appelle le Cameroun. Ça sera un tout petit peu ça, ce menu qui durera le temps que cela mettra. En tout cas, bienvenue à toutes et à tous. Et bien, pour m'accompagner dans cette autre livraison donc de kiosque de 7 jours en kiosque, eh bien, ils sont donc deux sur ce plateau, bien que vous le savez, avec des directeurs de publication qui sont d'ailleurs disséminés à travers le monde entier, qu'on aura forcément par la magie des ondes. Eh bien, Pierre Claver Kodo, doyen d'âge, eh bien, sur ce plateau, en tout cas, on prend du plaisir d'être à vos côtés, d'être à chaque moment, en tout cas, éclairé par vos analyses. Vous êtes en Afrique ce soir. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Fabrice, bonsoir Franklin et bonsoir surtout à nos milliards de téléspectateurs dans le monde et au-delà avec qui on éprouve toujours un énorme plaisir de rencontrer tous les dimanches à cette occasion. En tout cas, l'équipe est quasiment au complet avec donc Franklin Momo, directeur de publication pour Magazine naturellement qui paraît sur le continent africain avec une ligne éditoriale assez particulière et même d'ailleurs sensible parce qu'elle repose uniquement sur la monnaie. Vous êtes également, en tout cas Franklin Momo, on est heureux de vous avoir sur ce plateau. Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir Fabrice, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Vous savez, le décryptage de l'information participe à la confortabilité intellectuelle de toute la population camerounaise et africaine en général, y compris mondiale. Donc, il est question pour nous d'apporter notre contribution quand le temps le permet, pour que la lanterne puisse avoir tous les moyens nécessaires pour pouvoir affronter les défis de la mondialisation. D'accord, merci à vous, Franck. Moi, il faut dire également que vous êtes consultant en stratégie de développement des entreprises. Monsieur assez bavardé, nous allons donc aller découvrir la toute première qui plantera naturellement le décor de cette autre grande édition. Eh bien, on s'intéresse au cas Nicolas Sarkozy, le regard de la presse africaine sur ce cas-là, avec donc Gabon Roussio depuis l'Afrique centrale, précisément au Gabon, qui titre donc à sa une Sarkozy en garde à vue. Eh bien, à la une du journal, une diplomatie de la corruption dans l'affaire de financement libyen qui jette désormais une lumière crue sur les pratiques d'une classe politique habituée à frayer avec les régimes les plus infréquentables. En tout cas, c'est ce que pense naturellement Gabon Rufio qui est en ligne depuis cette semaine. Mais notre journal qui a revenu sur cette grande actualité qui secoue la scène politique française, c'est donc le quotidien Liberté qui paraît depuis l'Algérie. Liberté donc qui s'est également penché sur cette actualité. Il nous dit que l'ex-président français en garde à vue, Sarkozy, Kadhafi, crime et châtiment. Note donc le journal. Eh bien, nous sommes également allés puiser un autre journal depuis donc le Burkina Faso. C'est l'Observateur Pagal qui lui également s'est intéressé à cette actualité-là. Sarkozy en garde à vue avec donc les compliments du guide. Titre le journal au Cameroun. Le quotidien Le Messager à sa petite fenêtre après 48 heures de garde à vue. Sarkozy mis en examen tout simplement pour corruption. Fond de citation. Eh bien,
Voilà donc la première articulation qui va donc nous permettre de nous étendre pendant un peu plus de 15 minutes sur ce cas Nicolas Sarkozy. Première réaction, Pierre Claver-Kodo. Monsieur Nicolas Sarkozy qui a donc été en garde à vue, c'était mardi, et finalement qui a été interdit de fouler 4 pays sur le continent africain, interdit de communiquer désormais avec quelques personnalités avec lesquelles il a d'ailleurs travaillé lors de sa mandature du côté de l'Élysée. Première réaction sur ce dossier Sarkozy. Ce dossier Sarkozy ne me surprend nullement parce que pour nous autres qui avons eu le temps depuis très très longtemps, nous observons les relations entre la France et l'Afrique. Je crois que sincèrement que Dieu ne nous surprend. La France a toujours mené une politique de corruption vis-à-vis de corruption et de terrorisme vis-à-vis des dirigeants africains. Il faut savoir que la France s'ingère dans la vie politique de tous nos États, et à ce titre-là, la France s'éroge le droit de regard sur tout ce qui se passe chez nous. Et voir enfin Sarkozy gardé à vue, c'est une bonne nouvelle pour l'Afrique, mais je crois que de l'autre côté, il faut aussi savoir que Sarkozy a posé un acte politique majeur en faisant assassiner Kadhafi, tout simplement pour unique objectif de trouver à manger, de donner à manger aux Français dans leur lit, sans contrepartie pour les Libyens. Est-ce que vous imaginez que jusqu'à aujourd'hui, le pétrole libyen continue à être exploité, pompé depuis l'assassinat de Kadhafi par toutes ces transnationales françaises, américaines et autres? Alors, voir un procès, moi, ça m'a l'air même d'une parodie de procès, parce que au regard de tout le mal que le peuple libyen a subi, je pense qu'on aurait on devrait faire mieux. Mais on attend voir ce que la justice nous réserve. Alors, Franck Momo, M. Nicolas Sarkozy, qui est donc épinglé sur le seul, ou alors sur un financement, on va dire, frauduleux de la Libye sur son élection présidentielle. C'était donc en 2007. Est-ce que pour vous, cette interpellation de M. Nicolas Sarkozy permettra peut-être de résoudre un tout petit peu, de répondre aux attentes des États africains, de tous les Africains qui veulent naturellement que M. Nicolas Sarkozy puisse répondre de ces nombreux crimes commis sur le sol africain? Mais vous savez, en matière de politique internationale, tous les présidents français ont le même son de cloche qui consiste à mettre tout en œuvre pour restreindre l'image de l'Afrique, récupérer ses matières premières pour asseoir leur existence économique. Vous savez, dans le classement mondial des pays les plus compétitifs, la France est parmi les 5 premiers, mais si on enlève l'apport de l'Afrique, elle s'est réduite à 1% très congru. Donc, ce qui se passe en France est l'expression d'une dynamique qui voudrait que la géopolitique mondiale, qui est dans sa logique de mettre tout en œuvre pour justifier l'image d'une France qui veut se remettre dans une bonne lignée, et en train de tout faire pour que les Africains puissent comprendre que cette France est un véritable partenaire. Quand on sait que la montée exponentielle de la Chine comme premier partenaire de l'Afrique est en train de faire le chou gras de la communauté internationale, donc il est question de rétablir l'image d'une France qui est en panne de vitesse, et par rapport au fait que Sarkozy est l'expression de cette dégringolade, son arrestation elle est l'expression d'une stratégie qui consiste à apaiser la tension des Africains. Quand on sait tout ce qui s'est passé par rapport à la crise libyenne, tout le monde a vu comment ce disant soit chef d'État a mis tout en œuvre pour déstabiliser un pays comme la Libye. Dans quel contexte? Un contexte marqué par une croissance exponentielle de cette Libye en termes de PIB, en termes de système social dynamique, en termes de... Bref, il a mis tout en œuvre pour que la Libye soit réduite à sa portion congrue. Et tout le monde a vu comment ce Sarkozy a essayé a mis un babo, je veux dire, hors d'état de nuit ici, pour m'expliquer de cette façon. Un chef d'État qui dit à son collègue chef d'État, je te donne 48 heures pour libérer le pouvoir, mais tu ne l'as jamais vu dans l'histoire mondiale. Donc aujourd'hui, la France s'est rendue compte que cette situation est en train d'entacher son image de marque à travers l'arrestation de la garde à vue de Sarkozy. La France veut montrer aux yeux de la communauté internationale qu'elle a une image d'un pays dynamique, un pays plein de diplomatie apaisée. Mais nous savons que ce qui compte, les contours de cette situation, c'est que c'est une façon de violer les yeux des Africains. On sait comment ils fonctionnent. Tout fait pour nous restreindre, tout fait pour nous réduire à zéro, tout fait pour avoir la prééminence économique et politique sur nous. Donc, cette implantation, à mon humble avis, c'est du folklore en fait. D'accord. Pierre, avant d'aller prendre la direction du téléphone, alors tout à l'heure, Franck Momo semble dire tout simplement que c'est du folklore. Faut-il rien attendre désormais de cette garde à vue, de M. Nicolas Sarkozy, alors de cette justice française qui veut désormais peut-être faire lumière sur ses financements? Il faut éviter de trop s'en réjouir, puisque le cas de Sarkozy peut être évoqué aujourd'hui, celui de Mitterrand pourrait être évoqué, celui de Chirac pourrait être évoqué, celui du général de Gaulle pourrait être évoqué.
évoqué, vous savez, le général de Gaulle qui est comptable du génocide qui a eu lieu au Cameroun avant notre indépendance. Alors, je pense, moi, sincèrement, comme analyste et témoin de l'histoire, je doute que ceci puisse accoucher quelque chose de costaud, simplement parce que si Sarkozy n'aurait pas assassiné Kadhafi pour faire même base sur les ressources pétrolières libyennes, je ne pense pas que la France serait aujourd'hui capable de payer ses factures d'électricité et d'eau. D'accord, on va, Fitiabda me fait signaler donc prendre Anatole Albert ici, qui nous appelle depuis la ville de Douala, c'est au Cameroun. Albert, bonsoir. On s'interroge cette fois-ci au dossier Sarkozy avec le regard de la presse africaine qui n'est pas allée de main morte sur ce dossier-là. Eh bien, beaucoup pensent tout simplement que la politique française ou alors celle de M. Sarkozy est une diplomatie tout simplement de corruption, telle que le pense le titre d'ailleurs. Gabon, vous partagez cette titraille, Albert. Bonsoir Fabrice, bonsoir à tous les confrères qui sont sur le plateau et bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision panafricaine. Pour revenir sur la une de notre confrère, relativement, n'est-ce pas, la garde à vue de M. Nicolas Sarkozy, je voudrais vous dire que c'est pas tout à fait ce que les Africains attendaient au regard du désastre que ce monsieur a causé, n'est-ce pas, à la Libye. Je pense que, comme l'institution certainement doit se poursuivre, il va falloir qu'on aille un peu plus loin. Et je pense que la justice française, de mon point de vue, ne peut pas d'autorité seule se saisir de ce dossier. Je pense qu'il faut que les Libyens, ou à tout le moins la société civile africaine, puisse justement porter plainte à M. Nicolas Sarkozy, non seulement pour les faits de corruption, justement, mais encore, je veux dire, par rapport aux actes de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, nous avons pu observer que M. Barack Obama, président des États-Unis, a fait son mea culpa par rapport aux événements qui ont conduit, n'est-ce pas, à l'assassinat, ça il faut le dire ainsi, de M. Muammar Kadhafi. Nous attendons également que ceux qui ont aidé M. Sarkozy, qui menait sa guerre personnelle en Libye, puissent suivre le pas et surtout être traduits devant la justice internationale pour répondre, n'est-ce pas, de ces faits-là. Je n'ai pas envie, n'est-ce pas, de me satisfaire de cette situation en l'état actuel de la chose. Je crois que la famille personnelle et biologique de M. Muammar Kadhafi, ou à tout le moins ses collaborateurs qui ont été les principaux acteurs ou témoins de cette transaction, ont là la possibilité justement de présenter à la justice française les preuves contraires pour justement amener M. Sarkozy à être pour une fois honnête, parce que c'est un monsieur qui a rarement été honnête. Il est de très mauvaise foi. C'est le temps qu'il a pris sur lui de prétendre qu'il va poursuivre les pourfendeurs de cette théorie du complot contre sa personne. Je crois que il va falloir que les Africains, je veux dire à Libye en l'occurrence, puissent prendre en main avec le corps ce dossier et présenter ces preuves dont on a besoin pour qu'on aille plus loin que ça. Merci à Albert Anatole. On vous prendra tout à l'heure pour une autre thématique dans cette édition. Mais sur ce plateau, la parole est forcément à qui veut la prendre. On a suivi avec beaucoup d'intérêt Albert Anatole qui disait tout simplement que c'est la famille biologique de M. Muammar Kadhafi ou alors la famille bien qui devra forcément fournir, ou alors remonter les bretelles à la justice française, pourquoi pas pour essayer de l'amener à faire naturellement lumière sur ce dossier, mais surtout en apportant les preuves palpables à ce dossier. Mais on a plutôt l'impression que cette presse, que dit cette justice française, ne veut pas se diriger vers qui de droit pour avoir naturellement les preuves finalement à dire que c'est une justice de 2 poids 2 mesures désormais, Franklin. Je pense que c'est une justice de 2 poids 2 mesures parce que tout à l'heure mon confrère a si bien évoqué, Sarkozy c'est un monsieur de très mauvaise foi qui a négativé l'image de la France sur le plan extérieur. C'est un monsieur qui ne dispose pas d'une certaine finesse présidentielle. Vous savez, communiquer lorsque vous êtes sur l'État suppose que vous avez de la capacité à pouvoir démontrer l'équilibre physique de ce que vous êtes. Lorsqu'on voit ce monsieur dans une espèce d'agitation à une autre pareille, qui utilise les mots en emporte-pièce
se passant pour le maître roi. Donc je pense naturellement que la Libye, les Libyens doivent s'organiser pour mettre sur pied des véritables instruments capables de faire une véritable contre-expertise pour démontrer naturellement que ce monsieur a bénéficié de l'aide de plus de 50 millions d'euros par rapport aux élections présidentielles françaises. Donc, et je pense également que s'il faut remonter également, il faut aussi mettre sur la table la problématique de la crise ivoirienne. Donc ce monsieur est le principal activateur. Donc tout le monde sait que Barbeau est surtout à la haie grâce par rapport à ce monsieur. Donc c'est un monsieur plein de déséquilibre mental. C'est un monsieur qui n'a aucun respect pour les Africains. Tout le monde l'a vu. Il faut que les Africains puissent avoir le même regard dans cette crise, mettre sur pied toute la dynamique qu'il faut pour démontrer que la crise libyenne peut aussi intéresser le Cameroun comme la Côte d'Ivoire, comme le Mali, qu'on puisse converger pour que ce monsieur puisse finalement payer tout ce qu'il a causé. Parce que quand vous allez en Libye, un pays qui était dans une dynamique économique très, très avancée, un pays où tout le monde avait accès à de l'eau potable, un pays où tout le monde avait la capacité à pouvoir aller à l'hôpital, voire même se nourrir, un pays avait un PIB assez intéressant. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, la Libye est devenue un vaste cimetière. Donc, il va falloir que Nicolas Sarkozy puisse payer de tout ce qu'il a semé en Libye et en Côte d'Ivoire. En tout cas, ça ne semble pas être le cas. Avant de revenir à vous, Pierre Claver, je vous vois mais vous faites des yeux d'où on va. À notre téléphone, François Mboké, vous êtes directeur de publication pour le journal Le Diapason qui paraît depuis le Cameroun. Alors, vous, au niveau de votre rédaction, comment est-ce que vous avez traité cette garde à vue de M. Nicolas Sarkozy du côté de la France? Allô? François? Allô? Oui, François, vous êtes en direct sur Afrique Média. Allô? François, vous êtes en direct sur Afrique Média. Ok. Bonsoir à toute l'Afrique, bonsoir au monde entier, bonsoir à Afrique Média. Je suis content de vous retrouver encore ce soir sur le plateau. Alors, le problème de Nicolas Sarkozy, je pense qu'il intéresse beaucoup les Africains parce que tout le monde a encore en mémoire toutes les guerres qui continuent de ravager l'Afrique aujourd'hui. Les problèmes de migration qui s'amplifient au niveau du Maghreb. Tout cela est effectivement la cause de cet ancien président français qui a ouvert la guerre sur plusieurs fronts en Afrique, causant ainsi la mort de plusieurs Africains, ainsi que la déportation de certains autres et la dévastation du tissu économique. Nous pensons donc que c'est un début de la justice qui a commencé par ses propres frères en France, mais nous pensons que les choses ne vont pas s'arrêter là parce qu'il faut que l'ex-président français Nicolas Sarkozy soit le premier qui ira à la Cour pénale internationale pour répondre également de ces crimes contre l'humanité. D'accord, bien compris. Mon cher François Mboké, on va donc revenir sur ce plateau, peut-être donner le dernier tour de table à M. Pierre Claver Kodo avant d'entamer la deuxième thématique de cette émission qui concerne la création de la zone de libre-échange sur le continent africain. Alors, vous souhaitez réagir peut-être une fois de plus encore par rapport à cette garde à vue de M. Nicolas Sarkozy? Oui, Fabrice, je pense que la justice française est totalement indigne de confiance auprès des Africains. Et comme le rappelait Franklin tout à l'heure, je crois qu'il faudrait que les Africains, dans le cas de l'Union africaine et la famille biologique de Nicolas Sarkozy, saisissent cette occasion, si juridiquement c'est possible, pour saisir au besoin une cour internationale. Puisque la France doit beaucoup à Sarkozy. La France doit énormément à Sarkozy. La France, même les juges, ces juges-là, qui sont appelés à exécuter leur mandat, à le juger, doivent beaucoup à Sarkozy. Sarkozy, c'est ce monsieur qui, voyant la France en train de plonger dans une crise inextricable, a décidé de prendre sur lui pour, dans l'intérêt du peuple français, d'assassiner Kadhafi, de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Sauf que M. Sarkozy dit naturellement que son intervention en Libye était sous le mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, il n'est pas le seul comptable de ce qui a eu lieu du côté de la Libye. Naturellement, il n'est pas poursuivi pour ces cas-là. Et aujourd'hui, malgré la couverture du Conseil, nous voyons ce que cette fameuse résolution du Conseil de sécurité a entraîné sur le plan de la géopolitique internationale. Vous voyez ce qui se passe en Syrie, c'est parce que la Chine et la Russie ont tiré des leçons de cette imposture française sous Nicolas Sarkozy en allant assassiner. Il était
il était davantage question de créer un couloir aérien et non d'aller assassiner Kadhafi. Et la France, les Français, comme ils sont assez subtils, ils ont utilisé des termes qui ont empêché les Russes de bien apprécier le contenu de cette résolution. Voilà pourquoi ils se retrouvent en train d'assassiner Kadhafi. Et puis vous savez, la prédation chasse en meute, un peu comme les loups. Donc, partout il y a le chaos. Ce n'est jamais... il y a toujours une tête de file. Donc, un mâle dominant. Et maintenant, tous les hommes membres de la meute. C'est ça qui rend le dossier... C'est ça qui rend le dossier Sarkozy assez complexe. Parce que vous n'aurez jamais... Juger Sarkozy, ça signifie qu'il faudra juger Exxon, il faudra juger Mobil, il faudra juger British Petroleum, il faudra juger toutes ces transnationales. J'aurais finalement l'impression que s'il faut naturellement aller beaucoup plus en profondeur dans ce dossier Sarkozy, on a quasiment toute la classe politique française autant pour moi qui sera au-delà même de la France. Au-delà de la France, non seulement la classe politique française, même la classe politique atlantiste dans les États-Unis, l'Allemagne. Donc forcément, il ne faut rien attendre de cette parodie. De cette interpellation de M. Nicolas Sarkozy. Pourtant, toute l'Afrique a carrément trémoussé à la suite de cette garde à vue. Nous avons quand même le droit de rêver, mais à l'analyse, je n'y crois pas du tout. D'accord, eh bien ça sera tout pour cette première thématique donc, concernant Nicolas Sarkozy et sa garde à vue. Eh bien, on en saura plus forcément dans les jours à venir. On va donc franchir la seconde borne de cette édition. On s'intéresse donc à la création de la zone de libre-échange. Eh bien, on entendra ça désormais. Si l'Afrique fait un grand pas vers son développement, eh bien, il y a pas mal de journaux qui sont donc revenus autour de cette grande actualité. D'abord, Gabon économique qui était donc en ligne cette semaine. Zone de libre-échange avec donc Gabon économique. 44 États signataires, titre le journal, au sommet extraordinaire dont des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenu, c'était mercredi dernier à Kigali au Rwanda. 44 États membres de l'organisation ont donc signé l'accord de libre-échange continental africain, la ZLK, un fait tout simplement historique aux enjeux économiques multiples pour le continent africain. Mais à côté naturellement de cette actualité, revenant naturellement sur la création de cette zone de libre-échange du côté du Bénin, donc avec le quotidien, le progrès qui nous fait tout simplement savoir à sa une que le Bénin émet tout simplement des réserves. Le Bénin fait partie de ces États-là qui ont donc émis des réserves et qui attendent peut-être encore de voir un peu plus clair dans ce dossier avant de s'y engager. Même son de cloche donc avec la Tribune Afrique qui était naturellement disponible cette semaine, zone de libre-échange continental avec donc le journal. Le Nigeria fait marche arrière et suspend sa participation. Le président nigérien Muhammadu Buhari a décidé de suspendre donc la participation de son pays au processus d'instauration d'une zone de libre-échange continentale à quelques jours seulement du dit sommet destiné à la ratification du traité. C'est probablement, à en croire le journal, un véritable coup dur pour cet ambitieux projet d'intégration continentale chapeauté par le président nigérien Issoufou Mahamadou et le président rwandais Paul Kagame. La décision a certes de quoi surprendre, mais de quoi depuis son arrivée, nous dit le journal, le pouvoir Mahamadou Buhari n'a cessé de déployer une politique commerciale des plus protectionnistes qu'il entend visiblement maintenir. La preuve d'ailleurs, il n'a pas ratifié ce dit contrat. Alors, Monsieur, première réaction, Franklin Momo, l'Afrique qui a peut-être fait, on peut le dire désormais, un grand pas vers sa croissance économique, vers son intégration d'ailleurs économique avec cette signature de cet accord de libre-échange entre les 44 États jusqu'ici. L'Afrique fait l'objet d'une croissance appauvrissante. C'est une très bonne initiative que le président du Rwanda a essayé de mettre en œuvre pour que l'Afrique puisse, faire cette libre-échange, mais il va falloir que nous puissions dire quelque chose de manière objective. L'économie, c'est l'ensemble des activités relatives à la production, distribution et consommation de richesses. Si vous avez un système de production archaïque qui ne met pas en œuvre la pertinence de l'industrialisation, ça suppose que naturellement, vous n'aurez pas les moyens pour compétir. Et cela met sur la table la pauvreté relative à la monnaie. Parce que naturellement, quand vous regardez un peu comment fonctionne l'Union européenne, ils ont une monnaie qui est l'euro, qui est encadrée par l'Allemagne, qui est la prééminence économique, la France qui est encadrée sur le plan politique. Quand vous regardez les États-Unis, 52 États avec le dollar. Vous voyez par exemple la Chine qui a un système de change flottant qui n'est pas compatiblement lié au dollar, au yen, mais elle a quand même un système diversifié. Or, qu'est-ce qui se passe en économie de production? Il faut comprendre naturellement que tous les initiatives qu'on doit prendre, à savoir la libre-échange, comme on dit, c'est bien beau. Mais le problème de fond, c'est quoi? C'est la production. Tant qu'il n'y aura pas la production, toutes ces initiatives seront vouées à l'échec.
L'économie, c'est la prospective. Dans la prospective, on met sur un système qui permet à ce que les balances commerciales ne soient plus déficitaires, comme sur un système monétaire capable de juguler la montée exponentielle de la prédominance de la monnaie extérieure, à savoir le franc CFA, qui est dépendant du trésor français. À partir de là, sur la base d'un mécanisme de production, on passe sur une dynamique d'échange en Afrique. Or, vous savez, l'Afrique ne compte que moins de 10% de part de marché mondial. Précisément 7%. Ce qui veut simplement dire naturellement que c'est une initiative qu'il faut apprécier. Mais le problème de fond, c'est quoi? C'est la compétitivité des économies africaines. Si nous avons notre monnaie et que nous n'avons pas une économie qui la sous-tend, est-ce qu'il y aura une incohérence monétaire par rapport à la dépendance externe de l'économie? Donc le débat de fond russe, c'est un fait simple. Je suis d'accord, je suis même content que ce genre de courage commence à être mis en place. Mais le point de fond reste la production. On va y revenir sur les obstacles d'ailleurs à cet accord de libre-échange. Alex Azébazié est forcément en ligne, il est directeur de publication pour le journal Le Messager qui paraît depuis le Cameroun. Alex, bonsoir. On s'intéresse à la zone de libre-échange et on veut connaître à votre niveau, est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui que l'Afrique a fait un pas décisif pour l'intégration, pour son intégration en tout cas? Oui, merci. Nous avons consacré une partie de notre une de mercredi, comment je vais dire, à cette évolution qui, de notre point de vue, est importante, notamment à ce que les États membres de l'Union africaine, notamment une très forte majorité, 44 pays sur 55, ont signé ou ont paraphé le document 4 instituant la zone de libre-échange continentale lors du sommet extraordinaire de l'Union africaine tenu à Kigali, la capitale rwandaise. C'est pour nous une évolution d'autant importante qu'elle semble s'inscrire pour une fois en droit de ligne du projet des pères fondateurs de l'Union africaine qui était celui, comment je vais dire, à défaut d'arriver aux États-Unis d'Afrique, mais d'intégrer le continent aussi bien politiquement qu'économiquement. Allô? Oui, vous êtes en ligne. Allez-y, Alex. Ce projet-là, qui a donc été entamé comment je vais dire, au sein des instances de l'Union africaine depuis 2012, connaît, disons-le comme ça, 6 ans plus tard, une avancée extrêmement importante. Il restera bien entendu que pour être effectif, il va falloir qu'un nombre relativement important, selon les principes de gouvernance internationale, qu'un nombre important de pays membres de l'Union africaine le ratifient, c'est-à-dire qu'ils intègrent cet accord qui a été déjà paraphé, dans leur système législatif interne. Et de ce point de vue-là, c'est un souhait, mais nous pensons que, au regard de la géopolitique internationale aujourd'hui, la plupart des pays qui l'ont signé, je vais parler des 44 qui l'ont déjà signé, vont rapidement aller à la ratification. Et quand on aura ratifié, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact, comme effet? Naturellement, même si nous pouvons comprendre que l'effet peut être moindre du fait de la faible production industrielle locale, mais il restera que en encourageant, il pourrait booster les échanges intra-africains qui, au moment où cet accord est signé, représentent moins de 20% du commerce dans l'espace territorial, l'espace continental africain. Vous comprenez que le marché africain reste encore très dominé par les produits importés de l'Occident. Or, vous savez, notre continent est un continent jeune, avec une population qui a envie de travailler ou qui doit être mobilisée, être mise au travail. Elle ne peut l'être parce que toute politique qui ne vise pas à l'amélioration des conditions de vie des populations est une politique, de notre point de vue, en tout cas c'est une idéologie pour nous au Messager, qui est vouée à, qui est vouée à l'échec. Et nous pensons que ce pas qui a été fait par les États, et que nous saluons d'ailleurs, est un pas qui va dans le bon sens. Il faut l'affermir, notamment en ratifiant assez rapidement
en ratifiant assez rapidement dans les différents États, au travers de leur Parlement, cet accord-là. Le deuxième point qui nous a semblé quand même légèrement curieux, lors de la conférence de Kigali, le sommet de Kigali, c'est le faible taux de signature du protocole à cet accord, le protocole sur la liberté de mouvement des personnes. C'est-à-dire que nous, en analysant, nous redoutons que les pays africains portent un intérêt beaucoup plus à l'échange de marchandises, donc au commerce, plutôt qu'à l'échange des personnes, qui est même le ferment de l'intégration africaine. Nous avons remarqué que seulement 27 pays sur les 55, puisque le Maroc a réintégré la communauté africaine en janvier dernier, donc on est désormais 55, seulement 27 pays ont ratifié le protocole sur le libre mouvement des personnes. Nous estimons que c'est inquiétant. C'est inquiétant. D'ailleurs, en Afrique centrale, qui est la région où nous sommes basés, on voit, malgré les notes qui ont été signées par un ensemble de ministères chargés des frontières de différents pays, quelle difficulté il y a encore pour les citoyens de différents pays membres de la sous-région à se rendre librement, donc commercer librement dans la sous-région. Ce qui, bien entendu, n'est pas le cas en Afrique de l'Ouest, dans la zone CEDEAO, ou dans une région comme la SADC, l'Afrique australe, dont le pilier reste l'Afrique du Sud. Donc, in fine, s'il y a une invite que nous pouvons faire, c'est de dire oui à l'intégration par le commerce, donc, qui est une affaire qu'on peut considérer comme étant une élite économique, mais davantage, oui, profondément, oui, à une intégration des personnes, c'est-à-dire de tous les citoyens, c'est-à-dire vous, journalistes, vous, consultants, vous, simples citoyens, qui souhaitez vous déplacer d'un pays à un autre pour vous installer et vous battre dans ce pays-là, travailler dans ce pays-là, ou apporter votre expertise, que vous ne butions plus aux frontières qui sont un des freins majeurs, non seulement au déploiement des personnes, mais davantage à l'intégration des peuples africains, qui est l'objectif ultime de tout projet d'intégration régionale. D'accord. Merci à vous, Alex Gustave Azébazi, qui nous a naturellement permis de voir un peu plus clair dans ce dossier. Il parle notamment de la libre circulation des biens et des personnes qui n'est pas une effectivité, qui n'a pas été une effectivité du côté de Kigali, parce que, dit-il, 22 États seulement ont dit oui pour la libre circulation des personnes, quand on sait quand même que l'Afrique passe des moments assez compliqués de terrorisme. Est-ce que finalement, vous avez l'impression aujourd'hui, Pierre Claver-Kodo, à la suite notamment d'Alex Gustave, que cet libre-échange-là aura effectivement son effectivité sur le continent africain? Je crois qu'il faut déjà saluer l'initiative et déjà la signature de cet accord de libre-échange. Maintenant, il y a des instruments qui doivent s'ajouter pour matérialiser cet accord. Maintenant, voir 22 États seulement sur 55 et tous les autres faits de la résistance, vous savez, c'est une organisation dans laquelle les intérêts politiques sont en jeu. Et il revient donc aux dirigeants de ces pays-là de mieux apprécier pour pouvoir prendre le train en marche, ou alors pour pouvoir embarquer dans ce train-là au départ de la gare, afin que la population puisse en bénéficier. Parce que nous avons en Afrique, et d'ailleurs partout dans le monde, surtout en Afrique, des problèmes de repli identitaire. Et c'est à cause de ce repli identitaire-là que de plus en plus, que par exemple en Afrique centrale, on a encore du mal à vivre la libre circulation des personnes et des biens. Mais si on peut déjà créer une zone de libre-échange, mais de libre-échange qui concerne quand même tout le continent africain, c'est à saluer, c'est un pas assez important qui peut-être pourrait entraîner la levée des autres barrières comme celle justement de la libre circulation des personnes et des biens. Bon, il y a lieu de croire et d'espérer que ceux qui sont nos dirigeants prendront la mesure des enjeux et essaieront de s'aligner pour que l'Afrique puisse enfin décoller.
D'accord, on va, monsieur, s'intéresser désormais à ces mastodontes de l'économie africaine qui ont donc jusqu'ici dit non à cet accord de libre-échange. C'est donc avec le journal La Tribune d'Afrique que nous apprenons naturellement que d'abord avec le progrès, nous apprenons d'abord avec le progrès, s'il vous plaît, monsieur la réalisation, d'accord avec le progrès, le Bénin émet des réserves et pareillement avec la Nouvelle Tribune qui nous fait savoir que le Nigeria fait marche arrière et suspend notamment sa participation. Alors, Dalvaris Goudjou, vous êtes économiste, vous nous appelez depuis le Cameroun. Alors, cet accord de libre-échange entre les États africains qui a naturellement été ratifié par 44 États, même s'il y a encore du moins beaucoup à dire, quelle lecture portez-vous sur ce dossier, Dalvaris? Bonsoir Fabrice, bonsoir à vos panélistes et bonsoir à l'ensemble des Africains qui sont en train de regarder Afrique. Oui, par rapport à cette c'est une bonne chose et c'est entre autres le résultat du combat de longue haleine de beaucoup d'Africains. Nous sommes ceux qui pensons que nous, Africains, si nous évoluons de manière isolée, nous ne pouvons pas nous en sortir. Mais si on suit les gens entre nous, nous pouvons facilement faire face aux personnes qui sont en face. Vous savez, moi, vous pensez que ce n'était pas logique, ce n'était pas raisonnable, ce n'était pas sage pour nous d'aller signer les accords de libre-échange, entre autres les accords de partenariat économique avec les Européens, alors que nos propres faits qui produisent les produits dont nous avons besoin, avec eux nous n'avons pas d'accord de libre-échange. J'ai dit c'est une bonne chose, c'est beaucoup d'autres choses. Parce que même les débats sur la sécurité, sur l'armée, la coopération, en fait, si nous n'avons pas l'argent pour acheter des armes, si nous n'avons pas l'argent pour financer l'industrie militaire, nous ne pourrons pas nous en sortir. Alors, on ne peut avoir la d'une activité économique dans, et l'activité économique dans ce pays sur le continent africain qui aujourd'hui a plus d'1 milliard d'habitants. Donc, moi, c'est un bon accord, c'est une bonne chose. D'accord, merci à vous Dalvaris Goudjou pour cette intervention sur Afrique Média Télévision. Franklin Momo, l'Afrique du Sud et le Nigeria qui ont émis, tout comme le Bénin, leur réserve de participation à cet accord de libre-échange. Je rappelle, l'Afrique du Sud et le Nigeria, ça fait quand même un tiers du PIB africain. Est-ce qu'il n'y a pas lieu naturellement de mutualiser les efforts pour permettre naturellement à ce continent africain d'être davantage plus dynamique à travers cet accord de libre-échange? Il faut que nous, les Africains, nous apprenions un peu à être sérieux quand il s'agit de questions qui relèvent de l'intérêt de l'Afrique. Nous avons un problème de leadership. En fait, on a des véritables leaders qui sont dans un système d'égo surdimensionné qui font tout pour assouvir les fantasmes et non l'intérêt de la population africaine. Là, vous voulez parler de qui? Du président du Nigeria? Permettez que j'analyse de manière globale, en fait. Dans cette situation, je déplore cette volonté qui manifeste, qui voudrait que quand on veut mettre sur pied des actions qui permettent à l'Afrique d'avancer, que certaines personnes puissent émettre des réserves. Ce que je veux simplement dire, c'est que l'Afrique dispose plus de 3,2 milliards d'habitants, avec un projet intérieur but combiné à hauteur de plus de 300 milliards de dollars, un sous-sol extrêmement riche, plein de bois, on a du pétrole, on a des minéraux de toutes sortes capables de pouvoir construire et dynamiser une économie forte. Et dans cette situation, dans la compréhension africaine de la présidence extérieure, l'Africain se comporte comme un sous-homme. Il n'arrive pas à comprendre qu'on peut transformer sur place nos propres matières premières et consommer ce que nous-mêmes nous avons produit. Puisque l'économie, dans la prospérité économique, on parle de la production, distribution et consommation des richesses. Lorsque vous n'arrivez pas à consommer ce que vous avez vous-même produit, ça garantit ce qu'on appelle la prééminence extérieure. Et donc, tout ce qu'on fait, ça assure la fuite des capitaux. Lorsque les capitaux ne font que sortir, les Occidentaux utilisent cet argent pour essayer de redévelopper de nouvelles stratégies. Pour sur le cas nigérien, avec Mamadou Issouf, Mamadou Bouhari, autant pour moi, qui émet des réserves. Pour vous, aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas peut-être raisonnable pour M. Paul Kagame, M. Mamadou Issoufou, on va dire qu'ils sont quand même les têtes de pro de ce dossier, de fédérer les énergies pour permettre naturellement à ce qu'on est on est quand même sous un même panier, tous ces œufs pour permettre naturellement à l'Afrique de pouvoir aller de l'avant? Vous savez, les indicateurs de performance économique mettaient le Nigeria depuis 2 ans l'un des grands leaders en Afrique sur le plan de la production. Mais lorsqu'on observe un peu comment ces pays évoluent, avec la corruption qui a atteint un niveau assez surprenant, le chef de l'État du Nigeria est dans une position où il ne contrôle plus rien en fait. Donc lui, il est dans une position où il se dit en soutenant ce projet, il peut perdre son poste. Comme j'ai dit tantôt, on a un problème de leadership. Lui, il nous fait savoir qu'il va essayer de faire recours à son peuple. Donc, nous sommes d'accord que pour de telles initiatives, il faut
essayer de connaître son peuple à travers des référendums. Mais le problème de fond, c'est que les Africains, de manière générale, ne sont pas des véritables leaders. Ils n'aiment pas l'Afrique. Quand vous regardez comment fonctionne l'Union européenne aujourd'hui, est-ce que vous allez me dire qu'il va falloir que... C'est bien beau qu'un dirigeant, pour question de questions géostratégiques, construise son peuple, mais la vision globale, c'est quoi? Tout faire pour bâtir une Europe prospère, avec une économie solide, capable d'influencer l'extérieur, même si aujourd'hui, on peut observer la montée exponentielle de la Chine. Donc, il va falloir que, naturellement, nous, les Africains, nous puissions être un peu sérieux au regard des questions qui ont une portée assez... une portée dynamique. Conséquente. Une portée conséquence pour l'intérêt de l'Afrique de manière générale. D'accord. Pierre Claver-Codorna, certes, on a vanté un tout petit peu cet accord de libre-échange, mais il faut quand même dire qu'il y a quand même des barrières auxquelles on ne pourrait pas se soustraire, qui peuvent à un moment donné empêcher naturellement cet accord de libre-échange de pouvoir naturellement avoir tous les bénéfices dont on a naturellement souligné ici par les différents intervenants. Il y a entre autres les problèmes de corruption dont on ne peut pas aujourd'hui s'empêcher de mentionner dans les États africains. Il y a entre autres projets, entre autres obstacles, il y a l'inégalité de croissance entre les États. Est-ce que vous avez l'impression finalement aujourd'hui qu'il va d'abord pour chacun des États essayer un tout petit peu de lancer un processus économique, on va dire, national avant naturellement d'arriver au niveau de la grande cour? Bon, je vais d'abord revenir sur les réserves émises par 3 géants, pas 2 géants et quelqu'un aussi. L'Afrique du Sud et le Nigeria. Et également le Bénin. Parce que vous savez, depuis très longtemps, le Bénin est pratiquement un hub économique pour l'importation des produits asiatiques. Il y a beaucoup de commerçants qui partent du Cameroun et de la sous-région, Afrique centrale et Afrique de l'Ouest, pour s'approvisionner au Bénin. Et maintenant, c'est là, à ce niveau-là, c'est là où voilà pourquoi je parlais toujours du repli identitaire. Le Nigeria a quand même un marché captif de près de 200 millions d'habitants, et a une production, une industrie qui est relativement avancée par rapport à certains autres pays africains. Et c'est pareil pour l'Afrique du Sud. Maintenant, ce sont donc, comme le disait tantôt Franklin, ce sont maintenant à la tête de ces pays, on se retrouve un peu le problème des égos surdimensionnés des dirigeants qui, à un moment donné, pour des enjeux strictement économiques et internes, décident de ramer à contre-courant par rapport à l'initiative communautaire. Est-ce que, avec ça, nous pourrions avancer? J'ai dit, il faudrait simplement que ceux qui sont chargés d'implémenter ou alors de convaincre tous ces hésitants-là déploient beaucoup d'énergie, beaucoup de diplomatie pour les ramener sur la table des négociations et surtout à des meilleurs sentiments, puisque l'Afrique a tout le potentiel nécessaire. L'Afrique a un potentiel nécessaire pour jouer une carte majeure dans l'économie mondiale. Mais paradoxalement, l'Afrique ne représente rien. L'Afrique est prise en otage par des transnationales. Pourtant, nous avons des ressources naturelles, nous avons des ressources humaines pour pouvoir aussi décoller un jour. Mais pour décoller, il faudrait bien que les gens, que nos dirigeants aient une volonté, une véritable volonté de mutualiser leurs énergies, leurs visions pour faire décoller notre continent. D'accord. Franklin, vous souhaitez peut-être ajouter autre chose à cette grande thématique, à cette position du Nigeria? Oui, je voulais évoquer un fait simple qui peut permettre à ce que le Nigeria puisse être un peu réticent. Vous savez, il y a les enjeux sécuritaires, économiques, politiques et monétaires qu'il faut essayer de bien solutionner pour pouvoir créer une certaine convergence. Parce que le problème de fond en Afrique ne réside pas simplement sur le fait qu'il faut garantir l'inter-échange. On a un véritable problème à ce qui concerne le système sécuritaire. Quand on voit comment fonctionne l'Union européenne, c'est un système sécuritaire assez efficace. Vous parlez d'une frontière, une autre, n'importe comment. Donc ici, il va falloir que nous puissions voir un peu plus clair ce système sécuritaire, y compris le système économique. Comment faire pour garantir l'inter-échange de produits entre les pays africains quand on sait que le taux d'indigestion est assez faible? Ça, c'est d'un. Et de deux, sur le plan politique, plusieurs États africains ont des leaders qui sont dans une espèce de gauche surdimensionnelle, qui ne bossent pas pour l'Afrique, qui sont dans une posture de dépendance externe sur le plan géopolitique, qui sont des traités de l'Afrique, il faut le dire ainsi. Parce qu'en matière politique internationale, quand l'Union européenne s'assoit pour mettre sur pied des initiatives pour juguler l'Afrique, ils sont tous unanimes sur le point de vue stratégique. Mais en Afrique, certains prêtent des flammes et d'autres sont unanimes. Donc, dans ce genre de posture, il est compliqué, il est assez difficile de pouvoir établir le juste milieu. Et sur le plan monétaire, vous savez, tout chute sur la monnaie. Si à jamais tous ces pays s'accordent pour établir, je veux dire, l'inter-échange entre tout le continent africain,
quel est l'élément d'échange qui sera au centre de toute cette dynamique? C'est la monnaie. Or, le Nigeria a une monnaie qui n'est pas le franc CFA. Le Rwanda a une monnaie qui n'est pas le franc CFA. Donc, ça serait très compliqué. Or, la monnaie est l'élément qui assure une cohésion, qui garantit l'élément d'efficacité pour pouvoir être plus compétitif. Selon vous, il faudrait naturellement que l'Afrique ait peut-être sa part de monnaie, alors une monnaie unique qui va permettre l'échange entre ces États-là pour permettre naturellement qu'il y ait un certain bénéfice pour ces États. Vous savez, la monnaie est comme l'arme pour un militaire qui s'en va en guerre. En économie, on fonctionne sur une dynamique qui illustre la pertinence de son système monétaire. Or, tel que je regarde la structure de nos économies africaines, il y a une cohérence entre la souveraineté monétaire si on dispose et la dépendance externe de l'économie. Donc, si on a notre monnaie et que cette monnaie dépend de la prééminence de l'économie extérieure, cette monnaie sera encore plus faible. L'expérience du Tchad, de Zaïre est une parfaite illustration. Donc, la monnaie doit être soutenue par une économie. Il faut que je sois clair dans mon analyse. Donc, pour garantir une prospective économique, pour garantir une efficacité dans l'échange des produits africains, il va falloir d'abord solutionner la problématique monétaire. C'est ça qui est au centre de l'enjeu géoéconomique. D'accord. Monsieur Yacouba Niafé, vous nous appelez depuis la Côte d'Ivoire, directeur de publication pour LG Info. Alors, votre pays, la Côte d'Ivoire, a notamment ratifié l'accord de libre-échange. C'était mercredi du côté du Rwanda au niveau donc, de votre rédaction. Comment est-ce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui perçoit naturellement cet accord de libre-échange entre les États africains? Il faut dire désormais 44 ont donné leur OK, hormis le Nigeria et l'Afrique du Sud qui peuvent être considérés comme étant des acteurs majeurs en tout cas de ce dossier-là. Il faut dire que sur ce dossier, beaucoup d'Ivoiriens sont pessimistes parce que la Côte d'Ivoire dépend toujours de la France et l'argent de la Côte d'Ivoire se trouve au trésor français. C'est ce combat qui a été mené par le régime du président Laurent Gbagbo et c'est l'une des raisons même de la guerre qui est faite par la France contre la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, c'est une bonne chose que les pays africains se réunissent pour trouver une monnaie unique. Je doute toutefois que cela puisse aboutir. Monsieur Yacouba, oui. En vous aujourd'hui, est-ce que vous aussi partagez l'avis de bon nombre d'Africains qui pensent naturellement que la création de zones de libre-échange est désormais une aubaine pour les États africains? Oui, mais c'est une aubaine pour les États africains. C'est une volonté politique. Il faudrait que les dirigeants africains le manifestent pour dire qu'aujourd'hui, maintenant qu'il est temps, au XXIe siècle, il est temps que les pays africains puissent avoir leur monnaie, puissent avoir la libre-échange des choses. C'est le moment. Mais il suffit d'une volonté politique. Et la volonté politique appartient aux dirigeants africains. D'accord. Vous restez avec nous. Est-ce que finalement, cette position du Nigeria qui fait marche arrière selon la Tribune d'Afrique face à cet accord de libre-échange, pour vous, est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter? Oui, il y a lieu de s'inquiéter parce que le Nigeria, ce n'est pas n'importe quel pays. Le Nigeria, c'est un grand pays. Moi, je pense qu'il faut toujours mener la négociation. Il faut arriver à convaincre le Nigeria, il faut arriver à convaincre tout le monde pour qu'on puisse prendre conscience que l'Afrique a besoin de cela. L'Afrique a besoin de ce libre d'échange. L'Afrique a besoin de la monnaie unique. Voilà. On va vous reprendre tout à l'heure lorsqu'il s'agira nettement de s'appesantir sur le dossier ivoirien, notamment avec ces élections qui se sont déroulées le 24 mars dernier. On tentera de comprendre le jeu de chaise musicale désormais entre ces différents partis politiques de ce côté de la Côte d'Ivoire. On va donc mettre un full stop à ce deuxième arrêt. On s'intéresse naturellement à ce dossier brûlant du côté du Cameroun, donc avec ces arrestations à répétition. Et bien, il faut le dire, la classe politique camerounaise est désormais à feu et à sang, on peut le dire, au lendemain donc du remaniement ministériel Lyon 4, avec donc le cocotier opération épervier tourbillon politico-judiciaire ou plus géopolitique. C'est la grande interrogation retenue cette semaine par le journal qui nous fait justement savoir que Basile Atangnakouna était d'ailleurs en cavale. Jean-William Solo sacrifié par la mafia Bruno Bekolo, Ebe Aïna Ouandja et autres aux arrêts, comme dans un film
Western, avec donc cette fois-ci le quotidien Le Messager qui nous fait savoir, qui nous replonge d'ailleurs dans ce film-là qu'on a d'ailleurs vécu du côté du Cameroun comme dans un film western, fin de cavale pour Tanganakuna. Mutation, y voit clair et titre d'ailleurs opération épervier à Tanganakuna, ramené comme un colis du côté du Cameroun. En tout cas, c'était chaud bouillant du côté du Cameroun cette semaine avec l'opération épervier. Mais on va prendre cette autre une, le journal satirique Le Popoli qui était naturellement en kiosque cette semaine. Donc, après Bekolo, Solo, Oyono et Aïna, Robert Kili, lui également, serait-il épinglé par l'opération épervier? En tout cas, c'était la grande une retenue cette semaine par le quotidien, ou le journal satirique Le Popoli. Eh bien, on va naturellement retracer le bilan de cette opération épervier. Ça sera donc avec Émergence. Opération épervier, qu'est-ce qui a donc visiblement changé 12 ans après? Eh bien, on se pose cette question avec Émergence, lancée donc en 2006 face à la pression des bailleurs de fonds. Elle est pourtant loin d'atteindre les objectifs escomptés. C'est ce que nous dit d'ailleurs Émergence. Eh bien, la parole désormais au directeur de publication. Le tout premier, Pierre Claver Kodo, sur le dossier à Tanganakuna. Vous l'avez fait véritable cheval de bataille sur votre rédaction depuis des listes. D'ailleurs, vous m'avez envoyé une qui date quasiment de près de 2 ans, 3 ans, 4 ans, je n'ai pas véritablement vérifié, mais qui nous permettait désormais de comprendre qu'à votre niveau, vous avez décidé d'enquêter sur le dossier à Tanganakuna. Qu'est-ce qu'on doit retenir aujourd'hui de ce dossier? C'est un dossier qui est très sensible, un dossier qui laisse quand même un goût de laxisme, puisque nous avons, grâce à l'enquête que nous avons menée des années durant, découvert beaucoup de délicatesses commises par ce monsieur tout au long, depuis l'administration provisoire de la SNEC jusqu'à la direction générale de la Kamwata. Mais c'est un peu comme si, ça se passait comme si on disait, écoutez, le chien aboie, la caravane passe. Donc aujourd'hui, en fin de compte, nous pouvons dire, ok, ouf, enfin, peut-être que nous n'avons pas été entendus, mais je crois que ceux qui sont en charge de gérer ces questions-là ont finalement, nous donnent tout simplement raison par rapport à ce travail de fond que nous avons battu des années durant. Maintenant, ce qui est rocambolesque dans cette affaire d'Tanganakuna, c'est de voir quelqu'un qui a tout reçu de la République, qui a vraiment tout reçu de la République, et à titre de rappel, il fait partie des premiers 1500 licencié recruté par Paul Biya au lendemain de son accession au pouvoir en 1983. Et finalement, il se retrouve ministre de l'eau et de l'énergie, d'ailleurs pas le seul. Il y a également Atane Mebara qui est dans la même promotion, mais les deux se retrouveront désormais voisins, comme lors de leur recrutement à la fonction publique, voisins du côté de la prison centrale pour les mêmes faits. Et c'est regrettable de voir notre élite se fourvoyer tout simplement pour flatter son ego. Elle est prête à tout, au point où on s'interroge qui est encore digne de confiance auprès du chef de l'État. Est-ce qu'il doit recréer ou alors il doit recruter de nouveaux collaborateurs pour pouvoir l'accompagner? Le dossier de l'eau au Cameroun, c'est un dossier sensible parce que c'est un dossier, comme je disais tantôt, à l'entame que nous avons suivi pendant des années. C'est beaucoup de... C'est même des Beaucoup milliers... pensent quand même qu'on a donné assez de moyens pour M. Tanganakuna de relever ce domaine de l'eau aussi sensible du côté du Cameroun. J'allais justement en parler. Le scandale en lui-même, c'est de voir tous les moyens que l'État a mis dans l'amélioration de la desserte en eau potable en qualité, en quantité des ménages camerounais, que ce soit des milieux urbains ou périurbains, et de voir quelle destination ces fonds-là ont pris. Puisque la Kamwata pouvait passer des accords de financement avec des investisseurs étrangers. Elle avait cette latitude selon son cahier de charges. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passait au-delà des rétrocommissions? Il y a des marchés fictifs qui étaient juste pour vider les caisses de l'État. Il y a même des financements. Je parle par exemple d'un financement belge. Et là, c'est extrêmement grave. D'un financement belge de 39 milliards qui était destiné à un programme d'amélioration de la desserte en eau potable des régions, des zones périurbaines d'un montant de 39 milliards, comme je le disais tantôt, mais qui s'est retrouvé géré par une entreprise liée à la Kamwata par une convention qui datait
avant la création de cette entreprise, une salle d'un capital d'1 million de francs qui a obtenu un marché de 39 milliards. Vous imaginez, les gens, je crois qu'il y a des gens qui ont posé des actes dans ce pays qui ont perdu le sens de la mesure. Et ce qui arrive là, on aurait pu arrêter la signer quand même un peu plus tôt, mais je crois que ça fait partie de l'agenda politique du chef de l'État. Et il essaie de surprendre en tout cas. On attend voir la suite. Allez, on va donner cette fois-ci la parole à Alex Azebazia avec donc la une du Messager qui nous faisait naturellement comprendre comme dans un film western, donc fond de cava pour M. Atang Nakuna. Alex Azebazia, vous êtes encore en ligne. Alors, le dossier Atang Nakuna intéresse tant la presse camerounaise, naturellement votre journal. Eh bien, est-ce que finalement vous avez l'impression que la justice camerounaise est en train naturellement, peut-être on est en train de se diriger là vers une véritable bataille contre ces hauts commis de l'État qui auraient finalement fait même bas sur la fortune publique du côté du Cameroun? Je ne sais pas si je dois dire que la justice camerounaise mène une bataille contre les hauts commis de l'État qui sont en délicatesse avec les ressources collectives qui sont mises à leur disposition par l'État, par les contribuables, par tous ceux qui contribuent, et même par les bailleurs de fonds. Mais ce qui se passe ces jours-ci montre à tout le moins, et nous sommes des témoins de l'histoire, comme on dit, montre qu'il y a des indices probables que cette justice-là, en tout cas sur ordre, certains diront, du président de la République, essaye de faire rendre gorge, je reprends à mon compte un propos que le président de la République du Cameroun a tenu au cours d'un congrès de son parti, je crois en 2004, à la veille de l'élection présidentielle 2004, pour dire que tous les délinquants en col blanc devraient rendre gorge. Évidemment, on est quand même toujours étonné de se rendre compte que les personnalités qui intéressent la justice aujourd'hui sont quand même des personnes sur lesquelles pesait un ensemble de soupçons qui ont été largement rapportés par au moins la presse. Et je plaide pour l'autre chapelle, parce que le journal Le Messager, dont j'assume la responsabilité aujourd'hui, et dans lequel j'étais journaliste il y a une quinzaine d'années déjà, a largement rapporté les faits de gestion très critiquables de sources syndicales, de sources des autorités, d'un certain nombre d'autorités de contrôle. Mais on a toujours été étonné que certains de ces responsables soient promus à des postes plus importants encore dans l'appareil étatique. Tel peut être le cas de celui que vous avez cité le nom tout à l'heure, et sur lequel je ne vais pas revenir parce que nous en avons assez largement parlé la semaine dernière. Mais il y a aussi le cas quand même emblématique de celui de l'ancien directeur de l'Institut universel de technologie à l'Université de Douala, qui a quand même été promu secrétaire d'État auprès du ministère des Travaux publics chargé spécifiquement de ces routes qui sont devenues une gangrène au Cameroun avec les morts. D'ailleurs, vous avez appris avec nous la semaine dernière, et nous avons fait une petite une du journal là-dessus, que l'ancien ministre de l'Information, le professeur Augustin Contre-Comini, qui allait dans sa région natale à l'ouest mener campagne pour le parti au pouvoir, a été victime d'un accident en raison, on nous l'a appris, de ce qu'un nid de poule sur cette route-là, et les nids de poule qu'on voit tous les jours, mais qu'on ne comble pas, a surpris son conducteur, et il est aujourd'hui dans un état extrêmement préoccupant. Il a ces deux jambes qui sont hors de service, si vous me passez l'expression. Lui, certains peuvent dire qu'il a plus de chance parce que les éléments qui sont disponibles et documentés montrent que la route au Cameroun aujourd'hui tue plus que des affections telles que le paludisme, pour ne pas dire tel que le sida. Et donc, nous n'avons pas compris qu'un responsable comme l'ancien directeur de l'UIT ait été promu
au gouvernement il y a 2 ans et demi, notamment le 2 octobre 2015, à un poste aussi important, alors que les éléments d'une mission du contrôle supérieur de l'État au sein de l'Université de Douala avaient clairement établi qu'il avait commis des inégalités. Alex Oui. Est-ce que finalement il faut donc conclure que l'État également est comptable de ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui du côté du Cameroun, cette avancée, on va dire, assez radicale de la corruption? Je ne peux pas dire que ce soit une avancée radicale de la lutte contre la corruption. Voyez-vous, si on en vient dans un pays, et pendant une période aussi longue, souvenez-vous que c'est depuis au moins 1998, lorsque l'ONG Transparency International, dont l'ancien bâtonnier Akelmouna était le fondateur et a été à l'époque vice-président international, a publié le premier rapport, en tout cas l'un des rapports portant sur les indices de perception de la corruption, plaçant le Cameroun en tête des pays les plus corrompus dans le monde. Je dis bien dans le monde. Et il a fait 2 années successives. Cela a valu naturellement des cris d'orfraie d'un ensemble de hauts responsables de l'État du Cameroun. Mais quelques temps après, le chef de l'État et son gouvernement, à l'époque je crois le Premier ministre Peter Massane Moussangé, a mis en place ce qu'on a appelé un programme national, un ensemble d'initiatives visant à lutter contre la corruption. Mais on est quand même étonné que depuis 1998, et nous sommes en 2018, c'est-à-dire ça fait combien de temps? 20 ans. La corruption, et je parle sous la foi du rapport de l'instance nationale, la Commission nationale anticorruption, dont nous avons fait l'exploitation la semaine dernière, et nous avons titré que selon la CONAC, le Cameroun est un état de corruption. Je pense que ces mots-là ne sont pas nos mots, c'est les mots de la commission qui est chargée par l'État, le gouvernement, de faire le monitoring de la gestion de la gestion des ressources publiques par les gestionnaires de crédit, que sont les ministres, les directeurs, les hauts responsables. Pour nous, pour terminer sur ce point, la lutte contre la corruption sera forte et véritablement déterminée, montrera un visage déterminé lorsque l'article 66 de la Constitution de 1987 regardait les dates qui demandent à tous les gestionnaires de crédit de l'État de déclarer leurs biens à leur entrée en fonction et d'en faire de même à la fin de leur mandat. Une loi qui est restée dans les tiroirs. Une loi qui est restée dans les tiroirs jusqu'à aujourd'hui. Restée dans les tiroirs 22 ans après. Nous ne comprenons pas pourquoi on ne met pas en œuvre. En tout cas, le chef de l'État qui a l'initiative dans ce domaine-là ne fait pas mettre en œuvre cette disposition qui aurait pu permettre quand même d'avoir une sorte de boussole pour apprécier si tel dirigeant qui est arrivé en fonction avec tel type de ressources ou tel type de biens, on a accumulé un peu plus de par ses fonctions ou non. Et nous avons appris lorsque on a soumis à l'Assemblée nationale en 2016 le projet de loi modificatif du code pénal que le projet dont le groupe de travail, sur lequel le groupe de travail avait planché. Et moi, je me souviens avoir participé au nom de l'Union des journalistes du Cameroun Alex, c'est par là qu'on va sortir. C'est par là qu'on va sortir, s'il vous plaît. Voilà. Je me souviens que nous avions proposé qu'il soit intégré dans le dispositif répressif pénal camerounais une disposition sur l'enrichissement illicite au Cameroun. Nous sommes surpris, nous avons été surpris que le code pénal qui a été réformé en 2016 n'a pas repris cette disposition-là. Nous ne comprenons pas pourquoi. Et il est important, nous semble-t-il, et c'est l'avis de tous les Camerounais, et je pense que le chef de l'État qui l'a dit et qui l'a proclamé à plusieurs reprises, qu'il veut laisser un pays de prospérité, qu'il fasse ce pas-là parce que ça montrerait enfin sa bonne foi dans la lutte contre la corruption. D'accord. Merci
Finalement, Alex Gustave, pour cette intervention-là sur notamment ces arrestations à répétition du côté donc, du Cameroun. Alors, Franklin Momo, on a visiblement l'impression que du côté du Cameroun, être naturellement occupé un poste de responsabilité ne vous épargne pas après, effectivement, une poursuite judiciaire. Je voulais dans la même lancée que le grand frère Gustave Zebazé, à qui j'ai beaucoup de respect. Déjà, félicitations pour sa promotion au messager comme j'étais publication. Vous savez, le problème de la mauvaise gouvernance fait à ce que notre économie est déstabilisée. Lorsqu'on a un système qui fonctionne dans l'immobilisme, la corruption et le détournement des fonds, sur la base de quels moyens l'État doit avoir des ressources pour garantir la diversification de son économie. Et voyez-vous, le Cameroun, en 2017, le Cameroun a fait recours au FMI, au Fonds monétaire international, pour prendre de l'argent. Et comment prendre de l'argent au FMI alors que nous avons des administrateurs qui ont détourné le même montant qu'on s'en va prendre le FMI? Cela pose le problème de fond qui est la mauvaise gouvernance. Et le grand frère il a si bien évoqué que naturellement, le Cameroun a été classé à une époque l'un des pays les plus corrompus du monde. Comment comprendre donc ça? Il est question que nous, les intellectuels africains, nous puissions démontrer à suffisance que tant qu'on ne doit pas trouver une solution à la mauvaise gouvernance dont souffrent les pays africains, on ne saura jamais sortir la tête de l'eau. Donc il faut qu'on soit un peu clair. Je parle du cas de Bazil Atankouna, de qui on a tenté de faire allusion. C'est un monsieur qui a eu tous les avantages de la République, comme a dit le grand frère, administrateur en Cécinec. J'étais général Kanwata et il se retrouve à Cameroun des eaux et nous voilà promu comme ministre de l'énergie et de l'eau. Sur quel indicateur le président de la République s'est appuyé pour le nommer? Cela suppose naturellement que le chef de l'État n'a pas. Est-ce que finalement, vous vous remettez en cause un tout petit peu les compétences de M. Atankouna ou alors c'est peut-être, on parle peut-être de sa mauvaise foi qui a remise en doute ici, parce que naturellement, M. Atankouna, sauf si je me trompe, je passe au contrôle de Claver Kodo, qui a naturellement brossé son parcours professionnel. C'est quand même monsieur qui avait assez de compétences à la tâche, mais finalement... Sur le papier, sauf que sur le terrain, c'est pas finalement ça, Franklin Momo. S'il vous plaît, il va falloir qu'on puisse essayer de détecter les tests d'affaires médias. Ce n'est pas le diplôme qui garantit la bonne gouvernance. Il faut qu'on inculque dans la tête de nos étudiants le principe de la citoyenneté, le principe de l'éthique, en fait. Être docteur, c'est être quelqu'un qui a, par exemple, fait une thèse sur la base d'une recherche qui a pour but de trouver une solution capable de pouvoir amorcer quelque chose qui peut avoir un intérêt sur l'ensemble. Être docteur ne veut pas seulement dire que c'est une présomption de connaissance, en fait. Il va falloir que sur le terrain, vous puissiez vous justifier. Donc, moi, je m'inscris en faux pour ceux qui pensent que le diplôme est la seule solution pour pouvoir gouverner. Non, je dis non, il y a ceux qui ont été moins outillés, mais qui ont fait les preuves sur le terrain. Donc, aujourd'hui, il est question de faire savoir que le chef de l'État du Cameroun ne dispose pas de tous les éléments capables de voir clair ce qu'il lui nomme. Il se peut qu'il y ait des réseaux qui se neutralisent entre eux et qui ne donnent pas la bonne information au chef de l'État. Comment comprendre qu'un individu qui, à moins de 10-15 ans, a un parcours assez incroyable, il se retrouve comme ministre. Ça veut dire, je pense que les éléments que le chef de l'État a reçus pour garantir sa nomination étaient que c'était un bon bosseur. Ça veut le temps, sur la base des informations que nous essayons de transmettre au quotidien, que le chef de l'État s'est rendu compte que lui travaille sur des informations erronées. Donc, nous avons un problème de mauvaise gouvernance et dans cette situation, il sera difficile de s'en sortir parce que quand on détourne la fortune publique, en économie, on appelle ça l'accumulation des capitaux qui sont distillés dans les réseaux mafieux et ça ne garantit pas la diversification. Puisque l'argent que l'État devait utiliser pour asseoir son économie, cet argent se retrouve dans les poches des citoyens. Tout simplement. Pierre Claver Kodo. Oui, alors que c'est un peu pour apporter de l'eau au moulin de Franklin. Et déjà, même lors de l'administration provisoire de l'ex-SNEC, il se payait bien un voyage en jet privé, Douala-Paris, Douala. Il avait assez de moyens pour permettre à ce secteur-là de... C'est un peu pour dire qu'il parlait des indicateurs, mais je ne sais pas si tout est remonté auprès du grand patron pour qu'il sache un peu les appétits gargantuesques de ces gens qu'il nomme. Non, le problème qui se pose, c'est que les réseaux se neutralisent. Lorsque le chef de l'État vous nomme, apparemment, dans les mécanismes du pouvoir, il y a des gens qui sont censés donner l'information au chef de l'État. Ce sont eux qui garantissent ou bien qui protègent tous ces provocateurs. Et lorsque ces gens volent, ils se partagent, je vais dire, le butin, et l'information qu'on donne au chef de l'État n'est pas l'information qui est
qui ressort du fond, en fait. De la Du coup, ça veut le temps qu'il se rend compte qu'il s'est trompé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend des décisions comme ce qu'on vient d'observer, parce qu'il s'est rendu compte qu'il était dupé. Donc, le chef de l'État doit se rendre compte qu'il a entouré des gens qui ne lui donnent pas la bonne information. C'est vrai pourquoi il y a ce qu'on appelle l'état d'exécution d'ordre stratégique. Marius, est-ce qu'on peut avoir à l'écran la une du journal Émergence qui parle naturellement d'opération Épervier et titre donc à sa une: qu'est-ce qui a changé 12 ans après sa mise en place? Pierre Claver-Caudré, est-ce que vous avez l'impression que quelque chose a changé dans la procédure, dans la méthode, 12 ans après que cela soit naturellement lancé? On se rappelle, c'était en 2006 à la faveur de la pression mise d'ailleurs par les bailleurs de fonds qui voulaient un certain nombre de crédibilité pour naturellement investir au niveau du Cameroun. 12 ans après, aujourd'hui, est-ce qu'on a l'impression que quelque chose a changé dans les méthodes opération Épervier? On avait plutôt l'impression il y a quelque temps que l'Épervier volait plus bas. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il vole naturellement plus haut. Oui, 12 ans après la mise en place de l'opération Épervier, je crois que c'est le lieu pour nous de dresser une espèce de bilan à mi-parcours. Mais je crois que, excepté les arrestations, les interpellations, les condamnations, qui se poursuivent jusqu'à présent et certainement se poursuivront un peu plus tard, se poursuivront encore. Je crois que grand-chose n'a pas changé puisque le fruit des rapines n'a jamais retrouvé les caisses du Trésor public. Et vous verrez que déjà même pour récupérer, il y a même une mission qui a été envoyée en Europe censée identifier les banques en charge, les banques où ces prévaricateurs-là ont eu à loger les fruits de leur rapine. Mais c'est que cette mission-là, elle a été financée par le Trésor public, mais le résultat, à mon avis, est nul. Maintenant, si nous poursuivons, si l'opération Épervier doit juste se limiter aux arrestations et aux condamnations, je crois que ça ne nous apporte rien. Ce dont les Camerounais ont le plus besoin, c'est de voir tout au moins tous ces fruits, tous ces vols-là, tout le fruit de toutes ces rapines-là se retrouver dans les caisses de l'État. Mais de plus en plus, les prévaricateurs sont également devenus bandits parce que la plupart de tous ces prévaricateurs ne déposent plus le fruit de leur vol dans des banques, les déposent plus dans les paradis fiscaux auprès des fonds d'investissement. Ce qui complique davantage les enquêtes pour pouvoir remonter sur l'identité. Je prends par exemple le cas de la CDE qui est une société. C'est aujourd'hui qu'on découvre que la CDE est une société. Nous, on le sait depuis d'ailleurs. La rédaction de Horizon Nouveau Magazine est au courant de cela depuis. Mais c'est aujourd'hui qu'on nous parle de la géographie de l'actionnariat de la CDE. Or, c'est quoi? C'est un montage qui a été fait par l'administrateur provisoire et ensuite directeur général de la SNEC qui se retrouve aujourd'hui aux arrêts du côté de Yaoundé à Kondengui, mais dans lequel il a simplement noyé quelques autres personnalités en leur offrant des actions. Et certaines de ces personnalités sont encore en poste, d'autres ne le sont pas. Et ça complique davantage l'affaire parce que ce n'est pas seulement, il y a même le patrimoine foncier de l'ex-SNEC qui a été spolié dans cette opération. Et je crois que ce que les Camerounais, je ne peux pas parler au nom des Camerounais, je parle comme un journaliste je crois que ce que nous attendons, c'est de voir tout au moins les biens confisqués reversés dans le patrimoine de l'État, les biens immobiliers confisqués reversés dans le patrimoine de l'État, et les ressources financières dans le cas où on parviendra à les retrouver dans les paradis fiscaux ou ailleurs en Europe, en Occident et partout dans le monde, que celles-ci soient également qu'on les retrouve dans les caisses de l'État également. D'accord. 12 ans après, Franklin Momo, Pierre Claver disait tout à l'heure, on a visiblement l'impression, certes, que l'opération Épervier poursuit son bon nombre de chemins, mais finalement l'impression que l'objectif primordial, celui naturellement de permettre à ce que ces prévaricateurs-là, qui ont naturellement fait même pas sur la fortune publique, ne serait-ce que l'on puisse récupérer naturellement le butin, mais on a l'impression jusqu'ici qu'elle ne consiste qu'à enfermer ces derniers-là et non pas mettre naturellement la main sur leur butin. Oui, le bilan que je pourrais dresser par rapport à 12 ans que dit le personnel Épervier, c'est que les gens ne cessent de voler. On vole tous les jours en fait. Et les Camerounais n'ont plus peur d'aller en prison parce que lorsqu'on est ministre et qu'on se rend compte que son voisin ministre a été arrêté, ça n'empêche pas que le lendemain on continue de voler. Et ce que je vais dire naturellement, c'est que le personnel Épervier coûte énormément cher à l'État du Cameroun, par son institution qui est la CONAC. C'est des procédures qui prennent du temps et cela demande des budgets.
Donc, dire que est-ce que l'argent a été récupéré ou pas, ce que je veux simplement dire, je veux rester fort dans mon analyse. La CONAC, il y a très peu de temps, nous avait fait tout simplement savoir qu'elle avait pu récupérer jusqu'ici 5 milliards de francs CFA uniquement sur ces nombreux détournements qui ont pignon sur le Cameroun, alors qu'un seul individu d'ailleurs réussit à s'en sortir avec 300 milliards de francs CFA. Visiblement, on a l'impression qu'elle ne travaille que pour ce pays. Ce que je veux dire, que la mauvaise gouvernance, la corruption, le népotisme, le tribalisme, l'entretien des réseaux mafieux ne peut qu'encourager l'extérieur parce qu'ils profitent de toutes nos faiblesses pour asseoir leurs fantasmes, pour asseoir les prééminences sur nous. Laissez-moi vous expliquer quelque chose qui va vous surprendre en fait. Est-ce que vous savez que toutes les transactions financières internationales s'effectuent en euros ou en dollars? Cela suppose que lorsque vous voulez 50 milliards ou 100 milliards de francs CFA, cet argent sera induit dans les marchés financiers qui seront contrôlés par le Trésor français. Ça ne sois pas surpris que l'argent qu'un individu a volé, ce même argent se retrouve au FMI, on reprend le même argent, on vient vous prêter. C'est des stratégies qui sont mises en place par le fait qu'ils contrôlent les monnaies. Or, à l'inverse, est-ce qu'un Occidental qui a par exemple volé, je veux dire 100 millions d'euros, il serait très difficile qu'il vienne faire des affaires parce que ça c'est sur le contrôle de la présidence monétaire dont ils font l'objet. Donc on doit savoir que le problème de fond réside sur le fait que nous, Africains, si on n'est pas capable de mettre sur pied des dispositions capables de lever la tête, d'être de véritables hommes avec grande tâche, en mettant sur pied des pratiques de bonne gouvernance pour garantir l'accumulation des capitaux, qui est l'élément fédérateur pour la prospective économique, on serait voué à l'échec parce que tous les discours qu'on va faire, que ce soit dans les séminaires, les foires et tout, ne vont que déboucher sur des... Ça ne doit pas créer ce qu'on appelle de la richesse. L'économie ne se parle pas, ça se vit au quotidien. Je prends l'exemple simple pour démontrer comment les choses vont mal. Vous serez surpris que d'ici quelques temps, qu'il y aura une crise financière, une crise de l'immobilier. Parce que dans les villes de Douala, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'industrie, mais il y a plutôt les immeubles. Or, en économie, c'est les investissements de sécurité. D'où vient cet argent? C'est des gens qui ont de l'argent, ils manquent quoi faire. Ils sont obligés d'investir pour l'immobilier. Et en même temps, ils ne font pas l'étude de faisabilité pour se rassurer combien est-ce que le revenu des Camerounais est capable de louer ces maisons. Le PIB fonctionne comment? Il ne faut que construire des maisons. Et j'ai fait une enquête à travers toute ma rédaction d'Afrique Business Magazine. On s'est rendu compte que plusieurs immeubles n'ont pas de locataires. Parce qu'il n'y a pas l'argent pour payer. Donc ne soyez pas surpris que d'ici 6 mois, qu'on assiste à une véritable crise émo. Et je l'annonce en expliquant sur Afrique Média. D'accord, très bien compris. François Bokeh, vous êtes en direct depuis Yaoundé. En effet, vous vivez mieux que nous. Puisque vous êtes plus précis de ce côté-là, de cette opération épervier-là et ces mouvements à n'en plus finir du côté de la prison centrale de Kondengui. Alors finalement, le cas Tangnakouno, on en a parlé, mais on est un tout petit peu en train de brosser le bilan à mi-parcours de l'opération épervier 12 ans après. Qu'est-ce qu'on retient, François? Oui, c'est que le bilan est vraiment un peu en deçà des attentes des Camerounais, parce que l'objectif était au premier niveau d'essayer de raccourcir les délais de détention de présumés coupables. Ben aujourd'hui, nous nous rendons compte que les délais sont de plus en plus longs. Le deuxième objectif était de ramener un peu d'argent détourné ou supposé détourné dans les caisses de l'État. Nous nous rendons également à ce niveau que le dernier bilan faisait état de 4 milliards de francs. Nous nous rendons compte également qu'à ce niveau, ce n'est pas vraiment ce que les gens auraient pu attendre, au vu des montants qui étaient annoncés lorsque ces personnalités étaient arrêtées. Naturellement. Alors maintenant on semble avoir relancé la dernière phase, entre guillemets, de cette opération épervier, tout le souhait que les Camerounais ont, c'est qu'elles puissent donc aller jusqu'au bout. Parce que nous avons constaté à une époque que des gens d'une chaîne de décision étaient arrêtés, mais certains qui ont bénéficié de certaines protections étaient mis hors de ces procédures. Alors il faut aujourd'hui que tout le monde puisse répondre des actes qui ont été posés pendant qu'il était en fonction, pendant qu'il occupait ce poste de responsabilité, et que l'on ne prenne pas seulement, comme on le dit dans le terme judiciaire, des petits oiseaux qui tombent dans les mailles de toile d'araignée. Donc il faut qu'on puisse prendre tout le monde pour que chacun réponde. Et nous pensions qu'il était très facile d'appeler toutes ces personnes dont les comptes circulent, dont les comptes aujourd'hui sont plus ou moins connus parce que le secret bancaire n'est plus totalement ce qu'il était il y a quelques années, et leur demander de refinancer l'économie parce que vous voyez comment les économies de la sous-région sont en train de mal se porter, et un peu plus que celles du monde entier. Donc il faut
peut-être, parce que le risque que nous courons, c'est que si nous continuons cette lutte de cette manière, on a laissé que les gens s'enrichissent beaucoup, les gens engagent beaucoup d'argent aujourd'hui, et c'est cet argent qui est donc rare dehors pendant qu'ils sont enfermés. Donc il faut des mécanismes pour faire revenir de l'argent en circulation pour que l'économie puisse reprendre. Mais si cet argent n'arrive pas à revenir et que demain, peut-être le régime change et qu'on dise on va changer les pieds qui sont en circulation aujourd'hui au Cameroun, vous allez voir que nous allons retomber tout de suite à une autre dévaluation économique. Donc, il faut que nous fassions attention avec ce qui est en train de se passer au niveau de l'opération Épervier. Vous avez vu que cela a arrêté beaucoup d'engagements, beaucoup de travaux, d'investissements au niveau du pays. Et même au niveau de l'étranger, les gens sont un peu sceptiques parce que lorsqu'on va venir investir au Cameroun, est-ce que la justice a les mains libres pour pouvoir trancher un procès qui oppose deux hommes d'affaires dont l'un est puissant ou l'un est dans le parti au pouvoir ou alors l'un a un parent qui est bien placé ou qui est à la tête du pays. Donc toutes ces choses ne militent pas. Donc vous entendez tout le temps dire que le climat des affaires du Cameroun n'attire pas les investisseurs. Ce sont toutes ces choses-là qui pèsent sur la confiance des hommes d'affaires qui pourraient regarder la destination Cameroun. Donc il faut surtout éviter que lorsque nous parlons de cette opération Épervier en cette année 2018, que les Camerounais ou alors ceux qui nous regardent essayent de voir l'affaire. Oui. François, allez-y, vous êtes en train de sortir. Oui, je voulais dire qu'il faut éviter donc en cette année 2018 que l'on prenne l'affaire comme une sorte de puration politique, parce que le parallèle sera vite fait si on ne fait pas attention à ce que les gens qui sont arrêtés ne soient pas présentés comme des cobayes qui vont aller faire des réjouissances au niveau des politiques pour regagner la confiance des Camerounais. D'accord. Merci bien François Bouquet pour votre brillantissime intervention. En tout cas, très bonne soirée. Merci d'être passé dans le cadre de cette autre édition de 7 jours en kiosque. Messieurs, dernier mot peut-être pour sortir définitivement de cette question sur l'opération Épervier du côté du Cameroun. Qu'est-ce qu'il faudra donc désormais retenir de ces grands mouvements du côté donc du Cameroun? Il faut justement faire très très attention de voir les bourreaux devenir des victimes sur le plan politique, parce que leur action et leur démarche actuelle pourraient, parce qu'on a vu des confrères et c'est un groupe de la société civile essayer de les blanchir. Donc il faut faire très très attention de les voir profiter, de passer, de devenir plutôt des victimes, alors qu'en réalité on a affaire à des bourreaux. Et sur ce plan-là, nous avons l'opération Épervier devrait être conduite de manière beaucoup plus intelligente et surtout devrait ramener le fruit des indélicatesses. Franck, là. Mais ce que je veux simplement dire, c'est qu'il va falloir que nos dirigeants puissent être un peu plus responsables, qu'ils puissent être un peu plus sérieux, qu'ils puissent lire les journaux. Parce que quand vous observez le Messager, Mutation, tous ces journaux qui écrivent au quotidien, quand vous observez la détermination d'Afrique Média, c'est pour apporter l'expertise appropriée pour aider le gouvernement à pouvoir bien nous gouverner. Mais quand on regarde la configuration de notre système politique et économique, on a comme l'impression que c'est les voleurs qui sont beaucoup plus devant la scène. Donc, il va falloir que nous puissions être un peu responsables. Je prends un peu le cas du Rwanda, qui est un exemple patent. Le Rwanda est d'une dynamique excellente, un pays qui sort du génocide. Là-bas, tout est digitalisé au Rwanda. On ne paye pas les transactions financières ne se font pas en liquide, comme dans nos systèmes de caisse où on vit dans les ministères. Non, tout est digitalisé. Je pense que l'économie, c'est la prospective. C'est une question de vision politique. Et à mon humble avis, je veux simplement dire à nos dirigeants de se méfier, parce que quand vous volez de l'argent, ça ne peut pas vous aider à investir, parce que cet argent-là a des épines. En économie, l'argent détourné, depuis que ça garantit le bien-être des Occidentaux, parce que dans le placement financier, tous les devises s'effectuent en France en euros, et non en francs CFA. D'où revient sur la table la problématique relative à la monnaie unique. Plus vous détournez, plus vous tuez davantage votre économie. Donc, nos dirigeants puissent être un peu plus responsables. Voilà pourquoi le niveau d'études a baissé. Quand les médecins, les docteurs qui sont censés être des exemples de autorité d'éthique, qui enseignent la connaissance à nos enfants, lorsqu'ils sont sur le terrain, lorsqu'ils gèrent les missiles, volent.
Vous voulez que les gens commencent à croire encore comment? Non, cher Camerounais, soyons Justement, sérieux. sur les cas de ces détournements, on a d'ailleurs deux recteurs de l'université et on a d'ailleurs le professeur Miko Haché du côté de Yaoundé qui serait eux également épinglés. Finalement, on a l'impression que c'est tout un gouvernement qui part en fumée. Ce que je vais dire, c'est que il va falloir une véritable révolution en Afrique pour que l'Africain puisse être dans une logique d'excellence. Parce que la manière que je vois les choses, c'est un peu comme depuis la colonisation, les choses se sont aggravées. Parce que la colonisation, les Blancs nous ont abrutis, ils nous ont fait croire qu'on était des sous-hommes, on est capable de rien faire. Mais alors que sur le plan mondial, sur le plan intellectuel, on a des Africains capables de faire de grandes choses. Comment comprendre que lorsqu'on nomme un Africain, dans un poste, il travaille pour son ego? Et laissez-moi vous dire, chez les Blancs, lorsqu'on quelqu'un est nommé, il se méfie, il n'arrose pas, il ne fait pas. Mais si lorsque quelqu'un a été promis à quelqu'un poste, chez lui, ça devient, les gens viennent manger, on dit, ah, voilà comment fonctionne la corruption. Même dans les familles, ça commence. D'accord. On va permettre à Albert Anator de donner son avis avant de sortir cette émission avec vous, Pierre Claver Kodo. Alors, Albert Anator, cette semaine, finalement, on aura vu des vers et des pas mûrs du côté du territoire camerounais. Est-ce que désormais, avec cette opération PV, on peut conclure qu'il s'agissait d'un tourbillon politico-judiciaire, alors une simple pluie géopolitique dans ce pays-là? Écoutez, Fabrice, je ne veux pas revenir sur ce qui a déjà été dit par les panélistes. Je voudrais tout simplement faire remarquer qu'au début, en 2006, lors de son lancement, l'opération Épervier était... Albert Alors, oui, s'il vous plaît, veuillez vous éloigner de votre téléviseur ou alors l'arrêter pour une meilleure qualité d'écoute. Ok, oui, Fabrice, j'étais donc en train de vous dire que lors de son lancement en 2006, l'opération Épervier était censée justement assainir. Ça avait un objectif pédagogique. Malheureusement, il y a eu une trêve, ça a marqué une longue trêve, parce qu'il fallait faire un recadrage juridique. Vous vous rappelez quand même qu'on a arrêté souvent les présumés coupables de détournement de deniers publics avant de chercher les preuves. C'est ce qui a donc amené le président de la République, qui a justement signé un décret en 2011 qui portait création de tribunal criminel spécial, qui est présenté officiellement comme étant un tribunal de droit commun. Finalement, il a été mis en service en 2012. Plus de 12 ans après, je suis d'accord avec mes co-panélistes qui estiment que le bilan est mitigé. Le tribunal criminel spécial, sur le plan répressif, ça marche. La preuve, c'est qu'on se retrouve avec tout un gouvernement de la République qui est détenu à la prison centrale de Yaoundé à Konangui. Mais maintenant, sur le plan du recouvrement, j'allais dire de la restitution du code du délit, je pense que là, les marqueurs sont pratiquement au rouge. Parce que c'est pas intéressant pour le peuple camerounais, pour les populations, de voir les gens courir en prison alors que leur compte, l'argent volé se retrouve dans des comptes offshore, dans les paradis fiscaux, dans les sociétés économiques ou de patrimoine, ou dans les fonds d'investissement, comme l'a bien souligné M. Claver Kodo. Ce qui intéresse aujourd'hui, les populations, c'est que cet argent qui a été détourné puisse être restitué au trésor public pour aider au développement des projets, au lancement des projets, de nombreux projets d'intérêt collectif qui sont en perspective ou qui sont en cours de réalisation. Je pense également qu'il faut recadrer même cette opération Épervier, parce que j'ai le sentiment que l'expertise des magistrats ou des experts que commet l'État dans cette affaire est limitée. Limitée d'abord au niveau de l'expertise scientifique, parce qu'il faut quand même être futé pour pouvoir déceler cet argent qui le plus souvent est investi dans l'immobilier outre-Atlantique ou dans l'Hexagone. Je pense qu'il faut recadrer pour que ce soit une opération sérieuse. Mon collègue Azibadi l'a relevé tantôt. Je pense que pour véritablement engager, pour que cette affaire soit sérieuse, il faut qu'on puisse appliquer un certain nombre de dispositions juridiques, notamment pour ce qui est de l'article 66 alinéa 1 de la Constitution du 8 janvier 1997, parlant autant de déclaration des biens
au début et à la fin. Deuxième chose, il faut qu'on mette en application l'article 174, je crois, du nouveau code pénal dans son alinéa 8. Donc, moi, je pense que de ce point de vue, ce sera une affaire sérieuse. Ce ne sera pas intéressant de mettre la République derrière les barreaux et que l'argent qui a été détourné se retrouve dans les comptes, comme je l'ai indiqué tantôt. D'accord. Merci à vous, Albert Anatole, là, ici, qu'on retrouve probablement demain dans le cadre de la Grande Tribune. Alors, Pierre Claver, vous pourriez envie de réagir tout à l'heure. Oui, Fabrice, je crois que la solution pour mettre un terme à ces actes de prévarication, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est de revoir en profondeur notre système éducatif, puisque à l'analyse, le nombre de prisonniers comptables des actes de prévarication qui séjournent dans nos prisons au Cameroun est quand même impressionnant. On parle des secrétaires généraux de la République, on parle des premiers ministres, on parle des ministres, on parle des directeurs généraux, mais ça fait au bas mot, c'est quoi que ça doit chercher dans une cinquantaine ou avec leurs complices, au moins une centaine de personnes qui continuent à coûter d'ailleurs cher à l'État parce que ces gens sont en prison aux frais de l'État. Maintenant, est-ce que cela suscite, à mon humble avis, une simple question? Est-ce que les Camerounais ne souffrent pas d'un déficit d'appartenance à une nation camerounaise? Et c'est à partir de ce déficit qu'ils se trouvent donc exposés à poser des actes que nous J'avais avons posé la question il y a quelques jours. En quoi est-ce qu'on se reconnaît Camerounais sur ce plateau? Tant qu'on n'a pas abordé ce sujet-là en profondeur, le PV continuera à se nourrir des prévaricateurs et les prévaricateurs continueront également à naître chaque matin. D'accord, eh bien ça sera probablement définitivement avec ce mot que nous allons dire merci à ces nombreux téléspectateurs qui nous ont suivis tout au long de cette autre édition de 7 jours en kiosque. On dit merci à toute l'équipe technique recoupée autour de Marius qui nous a naturellement permis sans qui on n'aurait pas pu émettre ce soir. Merci à vous Franklin Momo d'être passé par ici. Peut-être un mot de revoir. Merci, M. Fabrice. Pour moi, c'est un plaisir d'être toujours là quand le temps me le permet, parce que j'estime que édifier les Africains sur les problématiques de l'heure permettra à ce que nous puissions faire bouger les choses. Donc, imposer la compréhension du bon sens qui voudrait qu'on puisse confortabiliser nos téléspectateurs avec des thématiques qui peuvent les aider à pouvoir améliorer leur quotidien. Je pense que c'est ça la vision d'Afrique Média. D'accord. Pierre Claver. Oui, merci à tous ces téléspectateurs qui se consacrent de leur temps, qui s'occupent de leur temps pour nous suivre régulièrement et surtout, nous continuons à les inviter. Personnellement, je continue à les inviter à consacrer une partie, moins un tout petit peu de leur temps en semaine pour nous écouter. Et nous nous mettons à leur disposition pour essayer de les édifier à travers nos analyses. Alors, messieurs, à vos rédactions donc pour une nouvelle semaine qui s'annonce forcément assez remplie d'actualités. Eh bien, l'information est d'ailleurs en continu sur Afrique Média Télévision. Très bonne soirée à vous.